Bonjour à vous tous et bienvenue à ce 6e webinaire organisé par le groupe Créa-École et Altios. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir 6 personnalités, 6 experts et dirigeants d'entreprise dans le domaine de l'agroalimentaire. Cette crise a été l'occasion de revoir un certain nombre de modèles. Certaines de ces entreprises ont été durement impactées, notamment dans le domaine de la restauration. Et donc, c'est aussi ensemble de pouvoir avoir le retour, l'expérience et peut-être les visions de dirigeants sur le monde de demain. Pour vous présenter en fait ces 6 experts, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Hédou, directrice du pôle d'accompagnement à l'international du groupe Créa-École. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup Catherine. Ensuite, nous aurons le plaisir d'accueillir Arnaud Ray, ingénieur conseil en innovation agri-agro. Bonjour à tous. Au sein du groupe Créa-École. Troisième intervenant, Bertrand Girard, expert international dans le domaine de l'agroalimentaire et également responsable Amérique du Nord pour le compte d'Altios. Et puis trois entreprises, donc la première, Biscuiterie La Mère Poulard, avec son directeur export, M. Franck Nadal. Ensuite, la société Bridor avec son directeur financier Guillaume Avenay. Bonjour à tous. Et enfin, Dominique Deschra de la société Mona. Bonjour tout le monde. Ce webinaire va se dérouler sur à peu près 3 quarts d'heure. On aura une session à la fin de questions-réponses, donc n'hésitez pas à formuler vos questions à l'aide de la fonction chat que vous retrouvez sur cette plateforme. Et on aura plaisir à pouvoir y répondre et à pouvoir vous apporter nos retours et témoignages. Voilà. Pour démarrer, je vais maintenant laisser la parole à Catherine Hédou, responsable du pôle d'accompagnement international du groupe Créa-École. Catherine, c'est à toi. Oui, mais merci beaucoup Patrick. Et donc, merci aussi à nouveau à nos clients d'être à nos côtés pour témoigner de leur expérience internationale dans cette période qui est particulière que nous vivons en ce moment. En effet, cette crise sanitaire a rebattu les cartes dans de nombreux domaines et elle a aussi accéléré les mutations à l'échelle mondiale avec souvent un accès plus complexe à des marchés dont la hiérarchie a elle-même été chamboulée. Également une montée des risques, on le voit avec les tensions géopolitiques, l'instabilité des devises, la fragilisation sans doute de certains de vos clients fournisseurs et une supply chain qu'il faut sécuriser, voire dans certains cas repenser, mais aussi le développement de la digitalisation et du e-commerce et des opportunités à saisir dans cette période, comme ça sera évoqué durant ce webinaire. Alors, Patrick, donc sur la première slide, si tu veux bien, donc dans ce contexte de crise, le Crédit Agricole est très présent à vos côtés en France, mais sachez qu'il est aussi très actif dans le domaine international, en synergie avec les différents acteurs de l'écosystème, pour vous conseiller sur les solutions pour sécuriser vos opérations, structurer les financements appropriés pour votre BFR international, mais aussi pour vous accompagner dans vos investissements à l'étranger, et ceci y compris d'ailleurs pour de possibles acquisitions. Je dirais plus généralement pour être à vos côtés dans votre réflexion stratégique pour le rebond post-crise. Alors pour cela, le Crédit Agricole met à votre disposition son réseau international, donc 10e Banque mondiale, près de 50 pays d'implantation. Il met à votre disposition aussi des expertises de premier plan, notamment en commerce international et en change. Ces experts dans votre domaine d'activité, comme c'est le cas d'Arnaud que vous entendrez aujourd'hui, ces partenariats, dont celui avec Altios, que nous avons depuis plus de 10 ans maintenant pour un accompagnement très opérationnel à l'international. Et puis, et ça n'est pas le moindre, des équipes internationales qui sont tout proches de vous, dans les caisses régionales, pour vous conseiller, pour traiter vos opérations en proximité et puis pour vous introduire auprès de leurs collègues dans le monde. Alors,
Comme vous le voyez là sur la slide, en fait, ces équipes internationales en caisse régionale, elles sont notamment en contact permanent avec les International Desks, qui sont des équipes multiculturelles francophones qui vous sont dédiées au sein du réseau international du groupe Crédit Agricole, et d'ailleurs que certains d'entre vous connaissent sans doute très bien. Alors, ces desks, ils sont à votre écoute pour vous conseiller sur tous vos besoins, des plus simples aux plus complexes, et vous apporter un continuum de solutions bancaires et non bancaires en synergie avec tout l'écosystème local dans les différents pays, et notamment les desks Altios. Voilà, donc n'hésitez pas à parler d'international à votre chargé d'affaires en caisse régionale, y compris très en amont lors de votre réflexion stratégique. Et avec l'appui de tous les différents experts, ce chargé d'affaires pourra élaborer pour vous des solutions sur mesure, à la fois en France et à l'international, dans une approche transfrontière. Donc, je vous souhaite un très bon webinaire et je vais céder sans plus tarder la parole à Arnaud. Arnaud, je vous laisse poursuivre en fait sur ce panorama, ce focus de ce secteur, de cette filière agroalimentaire et les tendances que vous voyez arriver. Merci beaucoup, Patrick. Juste un premier mot pour expliquer un peu qui je suis et ce que je fais. Travaillant aux études économiques du groupe Crédit Agricole, donc un service central de recherche, je fais principalement de la veille et du soutien pour les réseaux du Crédit Agricole, mais aussi pour les clients du groupe Crédit Agricole. Et dans ce cadre-là, je peux être amené à leur parler plus précisément d'innovation agricole et agroalimentaire, du champ à l'assiette, comme j'ai l'habitude de dire, et de la fourche à la fourchette. Alors, Patrick, si vous voulez bien passer sur le slide suivant, on va rebondir sur un mot qu'a utilisé Catherine et qui est très juste, c'est le terme de mutation. Mutation pour parler de la période que l'on vient de traverser, mais également de ce qui s'est passé depuis de nombreuses années et pourquoi il est important de suivre les mutations de notre environnement et de s'y adapter. Tout simplement, j'ai choisi deux exemples, j'ai envie de dire archi connus, voire vus et revus, mais c'est Kodak, qui était leader mondial sur tout ce qui était photographie, qui n'a pas pris du tout le virage du numérique et qui a fini par disparaître alors qu'il a été leader mondial pendant plusieurs dizaines d'années. Et puis, plus proche de nous, on se souvient tous des téléphones Nokia, le fameux 3310 qu'on avait dans la poche à la fin des années 90. Là aussi, un leader mondial sur le téléphone mobile qui n'a pas pris le virage du smartphone et qui a fini par être simplement racheté par Microsoft en 2014 et quasiment disparaître du paysage, au moins sur la partie grand public qui était sa force. Alors, c'est bien de parler de mutation, mais quelles sont les mutations aujourd'hui du monde? Eh bien, elles sont de différentes natures. Tout d'abord, c'est notre environnement qui est en mutation. Notre environnement au sens large, avec des mutations qui sont relativement de long terme. La première, c'est, je pense, la hausse de la population mondiale. Nous sommes aujourd'hui environ 7 milliards sur Terre. Nous serons plus de 9 milliards, entre 9 et 10 milliards en 2050. Et 2050, c'est à peine dans 30 ans. Donc, une hausse très importante de la population à venir. Cet environnement en mutation, c'est aussi le changement climatique. Même si certains s'évertuent à le nier, on ne peut pas passer à côté du fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'épisodes et de stress sur la chaleur. On le remarque même sous des latitudes tempérées comme les nôtres. Et ces changements vont forcément influer, pas forcément sur la manière de nous alimenter directement, mais sur la manière de cultiver. En parallèle, et c'est en quelque sorte un corollaire du changement climatique, c'est une raréfaction des ressources. Alors l'exemple là, c'est la goutte d'eau. Mais des régions, et si on reste sur un plan franco-français, qui étaient historiquement plutôt riches en eau, notamment le Massif central et la plaine de la Limagne, ont connu l'an dernier de très fortes sécheresses. Donc ces ressources se raréfient, et en parallèle de la hausse de la population mondiale, si l'on ne fait pas de déforestation, ce qui n'est pas forcément souhaitable, il y aura une réduction des terres agricoles, parce que plus d'humains, moins de place pour les terres agricoles. Avec en parallèle des nouvelles attentes des consommateurs. Les nouvelles attentes des consommateurs, elles ont très fortement et rapidement évolué ces 10 dernières années, notamment sous l'effet d'une connexion toujours plus forte de nos clients. On ne va pas passer en revue le nuage de mots que j'ai mis, mais l'accessibilité, entre guillemets, aujourd'hui, le consommateur, il veut consommer ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Avant, le consommateur était prêt à attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant de se procurer un produit. Aujourd'hui,
il a l'idée, il en a envie tout de suite et il veut pouvoir obtenir tout de suite ce produit. Et c'est notamment permis via les smartphones et toutes les sociétés de livraison. Donc, on a un environnement en mutation. Par-dessus, on a des nouveaux enjeux et des nouvelles demandes du consommateur. Et comme si ce monde n'était pas déjà assez compliqué, on a des nouvelles technologies qui se diffusent, avec notamment l'intelligence artificielle, le big data, les biotech, l'IoT, qui est un terme barbare pour désigner l'Internet des objets, donc ce sont tout ce qui est objets connectés, smartphones, etc., et puis la robotique. Et alors, ces nouvelles technologies qui se diffusent, quand on parle big data, intelligence artificielle, on peut se dire que c'est quand même assez loin de notre quotidien et de la consommation alimentaire. Et moi, j'ai l'habitude de répondre que le smartphone, il y a 10 ans, on n'en avait pas tous un. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, on a tous un, voire deux smartphones dans notre poche. Et dans les 5 minutes qui ont suivi notre réveil, on en a consulté forcément. Et donc là, on voit que ces technologies qui peuvent sembler assez avant-gardistes et encore assez éloignées, peuvent très vite pénétrer et prendre une immense importance au niveau mondial. Et donc, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur alimentaire qui est impactée du champ à l'assiette. Alors, pour illustrer ces changements, j'ai choisi deux grands axes qu'on va retrouver à l'international sur les IA et l'agriculture plus largement. C'est la donnée, donc la data, et le végétal. Alors, la data en fait, c'est un terme un peu scientifique pour parler de données, mais cette donnée, elle est partout. Cette donnée, elle est principalement issue des clients. Client qui fait un achat via sa carte de fidélité, on peut enregistrer tous ses comportements. Commande sur Internet, via les cookies, etc., etc. Mais la donnée, elle est aussi au niveau des produits. Il y a les ingrédients, les origines, le label, etc. Alors, la conséquence de l'irruption de la donnée, c'est une nouvelle concurrence pour les acteurs traditionnels, notamment sur toute la partie distribution, avec aujourd'hui des distributeurs qui sont de plus en plus challengés pour de nouveaux entrants, et puis également des nouveaux éléments qui sont intégrés dans le business model. Aujourd'hui, les clients sont de plus en plus à la recherche, notamment de traçabilité, et une traçabilité qui s'appuie sur la donnée. Et cette exploitation de la donnée, cette irruption de nouveaux entrants, elle a forcément des conséquences qui sont nombreuses, je ne vais pas toutes les détailler, mais très nombreuses, vraiment sur l'ensemble de la chaîne de valeur, parce que si l'on parle de traçabilité, eh bien, on va aussi bien concerner le distributeur que l'agriculteur dans toute une chaîne. Et puis la deuxième tendance que l'on voit beaucoup et dont on parle beaucoup au niveau international, c'est le végétal, avec plusieurs drivers. Tout d'abord, on en parlait tout à l'heure, mais c'est la hausse de la population mondiale. Il sera difficile de nourrir la population mondiale uniquement avec de la viande carnée. Et donc, on voit émerger de plus en plus des solutions de viande dite végétale, avec une pénétration du marché qui se fait d'abord par les États-Unis et les Amériques, avec notamment des sociétés comme Beyond Meat. Ça peut nous paraître lointain, mais il faut savoir que ces sociétés qui font du steak végétaux, notamment Beyond Meat, sont fournies par des sociétés françaises pour leurs ingrédients, notamment leurs protéines de pois. Et donc, on a un gros driver sur le végétal, avec l'émergence de nouveaux marchés, de nouveaux acteurs, et puis en corollaire, une perte de part de marché pour les produits animaux en relatif. C'est par exemple les laits dits végétaux qui ont capté plus de 10% du marché aux États-Unis, avec des acteurs historiques du lait qui sont confrontés à de graves difficultés. Donc voilà, deux pavés qui nous semblaient importants d'aborder dans le temps court qui nous étaient donnés, la donnée, son exploitation et la tendance au végétal qui se développe chez les clients. Mais alors tout ça, c'était une belle histoire, j'ai envie de dire, et puis il y a 2-3 mois, est arrivée la crise du coronavirus. Un choc sanitaire sans précédent sur l'économie, un choc sanitaire comme on n'avait jamais vécu, entre guillemets, il a fallu appuyer sur pause pendant 2 mois pour l'économie. Alors, quel sera l'impact, selon nous, sur les priorités du consommateur? Eh bien, on n'anticipe pas vraiment un bouleversement majeur des habitudes de production et de consommation, en fait. On va plutôt voir une amplification de phénomènes déjà à l'œuvre, avec, ça a été dit en introduction, une conquête du e-commerce qui va se poursuivre. Le e-commerce a gagné en 2 mois, ce qui leur a mis 2 ou 3 années à gagner en termes de part de marché et de conquête client. Un aspect local qui va continuer à être porteur, une aspiration à manger plus sain, un lien alimentation-santé qui est de plus en plus fait par les clients et qui devrait profiter au bio. Et puis en corollaire, on en parlait, le végétal qui continue à être porteur, d'autant plus que le végétal pourrait profiter du coronavirus qui est probablement venu
d'une zoonose, donc une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme. Mais au-delà de ces tendances, il y a encore une très forte inconnue et sur laquelle on commence à avoir de plus en plus de visibilité, c'est les impacts sur le pouvoir d'achat de cette crise, qui restent difficiles à mesurer en montant, mais ils seront à peu près certains qu'ils vont peser sur la manière de consommer. Et donc, on peut s'attendre d'une certaine manière à une polarisation de l'offre, entre une offre relativement low cost et discount, et puis, à l'autre bout du spectre, une offre mieux-disante qui continue à répondre aux demandes de réassurance du consommateur pour ceux qui en ont les moyens. Merci beaucoup Arnaud pour cette intervention. N'hésitez pas à utiliser la fonction de chat de la plateforme si vous avez des questions. On est là pour y répondre. Je vais à présent passer la main non pas à vous Franck, mais à Bertrand. Bertrand Girard qui va intervenir en fait sur mais comment par rapport à ce contexte, comment une entreprise de l'agroalimentaire peut-elle créer de la valeur internationale? Merci Patrick. Merci. Il faudrait passer le slide suivant, s'il te plaît. Donc quelques mots justement sur la création de valeur et la transition sera très facile et je remercie Arnaud Ray pour cette intervention économique et de tendance et de vision parce qu'elle va tout à fait dans le sens de ce que je voudrais partager avec vous maintenant. Donc un petit mot d'abord sur Altios à l'international. Nous sommes des gens à l'international, mais qui ont une présence locale partout où nous sommes, avec toujours cette combinaison entre une vision globale, internationale, parce que c'est notre métier et c'est notre passion d'accompagner les entreprises à l'international, mais en même temps, on le regarde toujours avec un regard très concret et opérationnel localement, et c'est ce qui fait notre spécificité. Donc, nous avons 28 implantations dans 22 pays, plus de 400 collaborateurs, 30 ans d'expérience. Et je voudrais insister sur l'expérience, puisque 30 ans, c'est pas neutre, mais d'autant plus dans le secteur agroalimentaire, puisque c'est 800 clients, 300 clients actifs en ce moment, à l'instant que je vous parle, qui tournent autour de l'agroalimentaire. Donc c'est vraiment, je dirais, un peu le cœur qui bat. Notre passion à l'international au sein d'Altios, c'est vraiment une portion vraiment importante de notre activité. Donc c'est un très bon sujet pour nous et je donnerai quelques exemples plus tard. Après, notre zone d'intervention, elle est en gros dans le G20. Partout où il y a une consommation importante, nous avons une présence physique et des bureaux locaux. Donc je vais aller assez vite là-dessus, mais on est vraiment présent partout où la consommation est importante, dans les grands marchés de consommation. Et on est aussi présent dans les marchés émergents avec de la croissance remarquable, même si le Covid a vraiment impacté particulièrement tout le monde, mais en Asie du Sud-Est, nous sommes présents, en Europe de l'Est, nous sommes présents, dans les pays du Golfe, nous sommes présents, au-delà des grands marchés mondiaux qu'on connaît. Ensuite, un petit point sur ce que nous sommes aussi. Nous sommes une entreprise installée en France, à Paris, Nantes et Lyon, et au cœur du système, je dirais, d'écosystème agroalimentaire à la française, si je peux dire ça comme ça, où évidemment le Crédit Agricole joue un rôle moteur majeur, bien entendu, mais aussi on est en relation avec la Soplexa, avec les ANIA, avec les ARIA, avec les régions, avec la BPI. On est vraiment au cœur des sujets agroalimentaires ou des entreprises agroalimentaires en France, pas que agroalimentaires, mais en particulier, puisque c'est la thématique du jour. Et à l'international, ce qui fait notre différence par rapport à beaucoup d'acteurs qui sont pas forcément présents sur tous les marchés, c'est qu'on a un relationnel et une compréhension opérationnelle et des tendances, et je vais revenir, parce qu'on a des présences locales. Donc on a des yeux locaux pour voir, pour goûter, pour sentir, pour comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est sûrement le nerf de la guerre pour faire des bons scénarios. Imaginer des bons scénarios, c'est avoir cette notion de tendance et de signaux faibles qui peuvent émerger. Monsieur Rell l'a dit à l'instant, la viande végétale, si je peux dire ça comme ça, aujourd'hui, c'est peut-être un bruit de fond, c'est peut-être un signal faible. Dans tous les cas, aux États-Unis, des sociétés comme celles qui viennent d'être mentionnées ou Impossible Food sont vraiment très très actives et déjà en termes d'activité, vraiment en termes de dizaines voire centaines de millions. Donc voilà, ça c'est la présentation de ce qu'on peut faire et notre empreinte agroalimentaire et notre compréhension de cette industrie à l'échelle mondiale. Et je voudrais revenir après, ou continuer plutôt, mais revenir parce que ça a été abordé par M. Ray précédemment, mais cette disruption du champ à l'assiette, on a un peu le même vocabulaire, mais je crois qu'il est adapté. Cette disruption de la chaîne de la valeur du champ à l'assiette, d'abord, c'est pas une nouveauté.
le Covid-19 l'a largement révélé, accentué. Il y a des prises de conscience qui se sont faites très, très clairement. Ça a accéléré cette prise de conscience. Mais en même temps, nous, on le perçoit, étant partout dans l'accompagnement d'entreprises, partout dans le monde, on le perçoit comme une opportunité aussi partout dans le monde, parce qu'on essaye de disséquer et de comprendre cette chaîne de la valeur. Et comme ça a été dit précédemment, je ne vais pas répéter, mais quand on regarde tous les grands éléments de cette chaîne de la valeur de l'agroalimentaire, depuis le champ, c'est-à-dire l'agriculture, ben aujourd'hui, il y a une agriculture de précision, il y a une agriculture de transformation durable, il y a une agriculture urbaine, verticale. Si on va dans la banlieue de New York, par exemple, il y a des grandes, excusez-moi l'expression, je mets des guillemets, usines à faire des salades sur des verticales, dans des concepts verticaux. Il y a des évolutions aussi des cultures, de types de cultures. Le chanvre, mon grand-père qui était originaire de Vendée et qui me parlait toujours des mogettes. Moi, les mogettes, il y a 15 ou 20 ans, j'en voyais pas trop dans les rayons, alors qu'aujourd'hui, ça redevient à la mode, etc., etc. Et puis, ça a été dit tout à l'heure, l'innovation, tout ce qui est intelligence, j'allais dire alimentaire, plutôt intelligence artificielle, mais c'est assez lié. Tout ce qui est IoT, l'Internet des choses, ou des objets, évidemment, ça s'applique fortement à l'agriculture et à ce besoin de produire plus, mieux, parce que la population augmente, ça a été dit tout à l'heure. Donc, sur l'agriculture, il y a vraiment une transformation très effective et une disruption forte. Si on regarde la transformation, beaucoup d'usines de transformation, mais je crois que nos intervenants pourront en parler encore mieux que moi, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont aussi disrupté cette transformation, le management, la manière de faire, les certifications, les normes, etc., etc. Donc, je les laisserai témoigner sur ce sujet-là s'ils le veulent bien, mais là aussi, il y a des transformations extrêmement fortes. Quant à la distribution, c'est probablement un des sujets qui, lors de la crise Covid-19, on l'a vraiment pris, je dirais, excusez-moi, je mets des guillemets en pleine gueule, c'est cette disruption totale de la distribution. En même temps, son indispensabilité de la distribution traditionnelle, hein, aller se nourrir, aller faire ses courses, pousser son caddie, mais aussi avoir accès à du commerce beaucoup plus digital, beaucoup plus connecté, avec des services peut-être nouveaux, alors multicanal, comme on dit. Et cette disruption, elle est vraiment, vraiment, vraiment en train d'évoluer avec l'économie circulaire, avec l'économie de proximité, en même temps l'international, essayer de combiner cette forme qui peut être perçue comme des antagonistes, alors qu'à mon sens, elle n'est pas du tout, mais c'est deux modèles qui fonctionnent différemment, mais peut-être complémentaires. En tout cas, cette distribution, elle est extrêmement disruptée aujourd'hui. Elle est vraiment, vraiment challengée. Et c'est là où il y a beaucoup d'opportunités aussi. Enfin, le marketing, évidemment, la manière de parler des produits, de les vendre, le digital a été un accélérateur fort. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas aujourd'hui de marketing expérientiel, hein, de faire vivre des expériences aux consommateurs. C'est même fortement conseillé, mais il reste très, très connecté. Le marketing où les messages s'adressent directement du producteur au consommateur. Il y a un nouveau marketing mix, je dirais, on parlait des 4 Ps, des 5 Ps il y a quelques années. Maintenant, on en est à 7 ou 8 parce que tout évolue, parce qu'il y a des nouvelles variables qu'il faut actionner pour aller chercher le consommateur. Le multicanal, le cross-canal, l'omnicanal, comme on dit maintenant, mais on ne va pas rentrer trop dans le détail. En tout cas, il y a des questions à se poser là à chaque fois qu'on réfléchit à la chaîne de la valeur et la proposition de valeur quand on est une entreprise. C'est des questions de base pour se dire comment mon produit va aller d'un point A et d'un point B, et le point B étant là où se trouve le consommateur, et comment il va l'acheter. Et donc, cette consommation, qui est le dernier point de cette chaîne de la valeur, là, il y a énormément de choses, et la crise, et ça a été dit il y a quelques minutes par M. Ray, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer ou de s'auto-révéler. Le bien-être, la santé, la nutrition, le bio, le vegan, un besoin de transparence sur l'information, mais d'où vient ce produit, comment il est fait, qui c'est qui le fait, comment il est conditionné, quels sont les ingrédients. Les grands sujets sur la viande, le sucre, c'est des grandes questions aujourd'hui. Hein. Il y a probablement une partie du monde qui peut pas se couper de la viande aujourd'hui, mais le monde plus développé aujourd'hui, on se pose des questions, le végétal, etc., etc. Donc la consommation, elle est vraiment dans une transformation massive. Donc l'intégralité de la chaîne de la valeur, elle est aussi disruptée qu'il y a d'opportunités. Mais la condition, c'est d'avoir les bonnes solutions. Et c'est ça, inventer son avenir, qu'on soit une petite, une grande, une moyenne entreprise. Et c'est tout ce qu'on cherche à faire dans le groupe Altios, c'est-à-dire
on a imaginé des parcours très particuliers et adaptés à chaque situation pour développer l'international en tenant compte de cette disruption, j'allais dire totale, de la chaîne de la valeur, du champ à l'assiette pour l'agroalimentaire. Et donc, on a imaginé des parcours avec toujours ce qu'on appelle la boussole, un diagnostic très précis de la chaîne de la valeur, de là où en est une entreprise, quels sont ses challenges, quels sont les grands enjeux pour une entreprise. Et une fois qu'on a fait ça, on a des parcours, je dirais, qu'on appelle impulsion, qui sont plutôt pour des néo-exportateurs, des entreprises qui sont plutôt de taille assez modeste, en tout cas qui n'ont pas fait des grands bonds en avant vers l'international. Et là, avec des modèles tout à fait adaptés, à la fois dans les budgets, mais aussi dans la manière de l'appréhender. Après, on a des manières de traiter le sujet pour des sociétés qui sont déjà bien plus abouties sur la scène internationale, avec des schémas d'accélération. Comment on fait du local en France et de la valeur ajoutée avec de la vente sur les marchés, en même temps comment on fait de la marque distributeur auprès de la grande distribution française et comment on va aller chercher à l'international, peut-être en devenant local à l'international, des schémas d'accélération de croissance rentable. Et je ne veux pas dire de la croissance purement éternelle, mais de la croissance de valeur. Ça, c'est probablement le plus important. Et enfin, on a des schémas qui sont liés à la performance pour les entreprises qui sont déjà globalisées. Je crois que parmi nos témoins, on en a un certain nombre qui sont déjà dans ce cas-là, qui sont déjà internationalisés et qui recherchent une empreinte globale liée à la performance, liée avec du sens. Et c'est tout l'enjeu de ce troisième axe qu'on a de développer la performance des ETI en particulier. Donc, on a parfaitement mis en œuvre une boussole, un état des lieux et trois manières d'appréhender post-Covid la manière de se développer en créant de la valeur à l'international. Voilà, Patrick, ce que je voulais partager. Merci beaucoup, Bertrand, pour cette intervention. On a souhaité, en fait, au travers de ces webinaires, tout d'abord avoir un peu un point de contexte par Arnaud sur l'impact, les mutations constatées, ce phénomène d'accélération de révélation, et de pouvoir compléter en fait ces propos à l'aide d'un spécialiste pays également sur une grande zone qui est la zone Amérique du Nord. Mais on souhaitait également avoir aussi des retours d'expérience d'entreprise de l'agroalimentaire. Et on va démarrer par une entreprise, alors je ne sais pas si je dois dire entreprise normande, bretonne, française, sûrement. Il y a débat. Je vais vous laisser présenter. Ce qui est intéressant, enfin, il y avait trois points lorsqu'on a préparé ce webinaire. C'était à la fois, bien évidemment, présenter l'activité, mais surtout, pourquoi l'international, quelles vertus vous percevez au travers de cette période, comment vous avez pu traverser, vous, entreprise de l'agroalimentaire, cette crise, et quel enseignement, quel impact vous en retirez pour la mère Poulard de demain. Très bien. Alors, on parle beaucoup d'international. Je vais juste faire un petit retour dans le passé pour bien comprendre pourquoi aujourd'hui on parle d'international concernant la biscuiterie la mère Poulard. Donc, il faut qu'on revienne on fait un flashback en 1888 avec d'abord un lieu, le Mont-Saint-Michel. Donc, mon auditoire aujourd'hui est sans doute très français, donc ça me facilite la tâche. Mais donc le Mont-Saint-Michel, avec une histoire vraie, une personne qui s'appelle Annette Poulard, qui ouvre en 1888 une auberge à l'intérieur de la cité médiévale et qui devient au cours des décennies une véritable institution française avec notamment sa célébrissime omelette cuite sur le feu de la cheminée. Donc ça, c'est vraiment les racines de l'histoire. Donc déjà, dans l'histoire, on parle d'une clientèle, on parle de recevoir des gens et il y a beaucoup de célébrités à travers le monde qui venaient déjà au Mont-Saint-Michel et dans l'établissement de la mère Poulard en tant que client. Donc déjà, l'ouverture du monde était déjà présente. Et ensuite, beaucoup plus tard dans l'histoire, donc on parle d'un groupe familial aujourd'hui, en 1994, il y a une biscuiterie qui est élaborée, toujours en revenant aux sources et à l'histoire d'Annette Poulard, qui fabriquait à l'époque des biscuits au beurre. Alors au beurre, bien évidemment, parce que c'est une région de France dans laquelle on utilise bien évidemment beaucoup de beurre, et donc qui fabriquait ces biscuits, notamment pour les enfants des pèlerins à cette époque.
Donc aujourd'hui, on a des biscuits, toute une gamme de biscuits qui sont issus de la tradition, qui sont très peu transformés, avec des ingrédients clairement sélectionnés, naturels, sans colorants, sans arômes artificiels. Et depuis également un an, on a une gamme bio. Donc tout ça, j'allais dire, c'est un petit peu des choses qui sont dans l'air du temps. Mais nous, c'est vraiment dans l'ADN, j'allais dire, concernant la biscuiterie, on fait vraiment ça depuis le début. Donc cette ouverture du monde est aussi alimentée par des restaurants qui sont donc des restaurants La Mère Poulard qui sont gérés en licence à l'étranger. Alors quand je dis à l'étranger, c'est exclusivement en Asie, mais aujourd'hui vous pouvez trouver par exemple le restaurant La Mère Poulard et vous pouvez déguster l'omelette par exemple à Tokyo ou à Manille aux Philippines ou en Corée. Donc cette ouverture à l'international est déjà dans les gènes du groupe. Et concernant plus précisément la biscuiterie, donc on a un schéma export très classique. Donc on a une usine qui est située en Bretagne, à 30 km du Mont-Saint-Michel, et on exporte notre production à travers 50 à 60 pays. Les zones de prédilection de par l'histoire de la Mère Poulard, la première c'est l'Asie. Alors quand je dis l'Asie, c'est surtout l'Asie du Nord-Est avec le Japon en tête et la Corée à suivre, l'Europe avec surtout l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord. Donc on passe typiquement par des importateurs distributeurs qui nous représentent. Donc on essaye notre objectif c'est de nouer des partenariats avec des importateurs distributeurs solides et motivés, et ou alors on a des approches aussi qui sont un petit peu plus hybrides avec une approche directe du retail, donc des chaînes de magasins à l'étranger. Notre canal de prédilection, c'est vraiment le retail, donc les chaînes de magasins. On a un petit peu de food service, un petit peu de vente dans les duty free, mais ça reste quand même très très marginal dans notre activité. Et il est important de dire aussi qu'on a un business qui est avec nos biscuits, nos boîtes de biscuits qui sont en permanence sur les rayons, mais également une partie du business qui est très importante et qui est fait avec des événements saisonniers, donc qui sont plus les belles boîtes métal décorées, voilà, qu'on peut trouver. Alors suivant les zones géographiques, vous allez consommer ces produits ou les acheter à Noël, à Thanksgiving ou Chinese New Year par exemple, en ce qui concerne l'Asie. Alors, Franck, moi j'avais une question parce que la biscuiterie La Mère Poulard, vous êtes très présent international, vous l'avez dit au travers de restaurants de licence. Je crois savoir aussi que vous êtes présent en duty free, aéroport. Donc ces deux segments ont été durement touchés par cette crise. Comment vous avez réagi ou quelles évolutions vous voyez naître dans une nouvelle forme de collaboration, de développement en termes de réseau de distribution? Est-ce que le e-commerce est un axe de réflexion? Est-ce que ça a déjà été enclenché? Vous parliez également du bio. Oui. Comment vous projetez pour les prochains mois? Alors, sur les 3-4 derniers mois, donc là où la crise était vraiment très présente, on a deux choses qui se sont passées. Alors, je crois qu'il est important de parler d'abord du périmètre constant, c'est-à-dire on avait un business, qu'est-ce qu'il est devenu avant et après. Alors là, on a eu un repli clair de nos positions à l'export. On le mesure à environ 30%. Il a été très présent sur des marchés comme Hong Kong ou la Chine, par exemple. Alors Hong Kong, c'est un mix de la crise sanitaire et de la crise politique. Donc je n'en fais qu'un. Je lis les deux. Et également sur les USA et sur l'Europe. Donc tous ces marchés importants pour nous ont été en repli. Très concrètement, ça se matérialise par plusieurs choses. C'est des parcs de magasins fermés. On avait des gros clients qui ont, voilà, il y en avait un par exemple auquel je pense qui a 4-5 000 magasins à travers le monde. Ils ont tiré rideau. Donc vous ne vendez plus, c'est des pertes sèches du jour au lendemain de clients.
Les duty free, vous l'avez mentionné, alors, on vend en duty free en France, on vend en duty free en Europe, mais on vend aussi en duty free ailleurs, par exemple à Hong Kong, sur des zones duty free qui sont même en dehors des aéroports, hein, avec des cross-border avec la Chine. Là aussi, hein, il n'y a plus de touristes, donc il n'y a plus de clients, les magasins sont clairement fermés. Donc ça, c'est un autre phénomène. Donc c'est des parcs de magasins qui se rétrécissent. Après, c'est de la consommation, de la consommation qui se réoriente et de la fréquentation en magasin qui diminue. Les gens recherchent des produits de nécessité, les acheteurs de la grande distribution travaillent de chez eux et se concentrent sur les services basiques. Donc tout ça, ça participe évidemment à créer des difficultés pour des produits comme les nôtres qui ne font pas partie évidemment des produits de première nécessité et d'autant plus à l'étranger. Après, il y a aussi des choses comme des arrêts de plans promotionnels ou des semaines thématiques qui ont été clairement, tout simplement supprimés par la grande distribution, des aspects logistiques, donc plus difficile de trouver des containers, des groupages et à des coûts qui ont augmenté, et même certaines chaînes ou certains pays qui, pendant un moment, ont imposé des achats locaux exclusifs. Donc tout ça, voilà, quand on met tout ça en mélange, ça veut dire qu'évidemment on a des positions sur ce périmètre constant qui sont vraiment en repli. La bonne nouvelle nous concernant, c'est qu'on a trouvé d'autres relais de croissance. Alors, on ne les a pas trouvés il y a 4 mois. C'est des choses qui étaient dans le pipeline et qui sont sorties à ce moment-là. Donc, on a eu des performances remarquables, notamment en Corée, avec un nouveau distributeur qui a été mis en place en début d'année. On a des nouveaux clients avec des clubs. Donc, quand je dis les clubs, c'est Costco, Sam's ou des choses comme ça, notamment sur la partie Asie, et également des prospects qui se sont matérialisés. Et ce qui est intéressant, c'est de dire quand on élargit ce périmètre-là, et finalement, on ressort de ces 4 mois avec une belle croissance d'environ plus 20%. Voilà. Mais après, il faut bien comprendre d'où viennent les choses. Après, moi, je reste prudent sur les phénomènes de fond que vous avez évoqués, qui sont aujourd'hui déjà en mouvement et qui représentent sans doute des dangers et des menaces pour nos business. Ensuite, concernant Patrick, les tendances de fond que moi je perçois aujourd'hui, après, je crois qu'il faut faire attention parce qu'aujourd'hui on parle à chaud. Qu'est-ce qui va rester demain? Je ne sais pas exactement. Néanmoins, il semble aujourd'hui s'esquisser plusieurs choses. La première, c'est un petit peu un repli sur soi, donc des préférences locales qui se mettent en place. J'avais un email hier de notre distributeur en Chine qui me dit que Carrefour, Métro veulent couper 50% des références internationales dans leur rayon. Alors voilà, des choses comme ça. Est-ce que ça a un sens aujourd'hui d'envoyer nos biscuits à 10 000 km pour être consommés par des gens sur place? Donc ça, c'est vraiment des questions de fond qui reviennent. On a beaucoup parlé du e-commerce, du digital, sous toutes ses formes. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est en train de prendre. Je pense que le meilleur exemple, c'est de suivre sans doute ce qui se passe en Chine pour voir un petit peu ce qui va arriver dans beaucoup de pays dans un avenir proche. Et ça veut dire pas mal de choses. Ça veut dire que des distributeurs qu'aujourd'hui nous on utilise dans nos pays, est-ce que ces gens-là sont capables de porter vos produits sur ces plateformes digitales? Aujourd'hui, c'est pas leur cœur de métier, c'est pas le nôtre non plus, et ça ouvre aussi le champ à des nouveaux métiers, parce qu'aujourd'hui, c'est des métiers qui sont totalement différents des métiers plus classiques qu'on connaît dans un schéma purement export. Le pilotage des partenaires aussi qui est sensiblement affecté. Moi aujourd'hui mon métier c'est de prendre l'avion et d'aller voir des partenaires sur place. Donc aujourd'hui on est bloqué, ça va se réouvrir, mais est-ce que ça va se réouvrir comme avant? Quelle influence ça va avoir? Est-ce que tout ça ne fait pas que l'importance d'un relais local tel qu'il soit
une filiale ou en tout cas une assistance sur place soit plus important qu'il n'était aujourd'hui. C'est une possibilité. Peut-être une prime aussi aux plus gros acteurs par rapport à des acteurs plus petits. Voilà, donc des choses comme ça qui, je pense, sont importantes. Moi, je vois un autre impact aussi sur nous aujourd'hui. Je vous ai dit que notre schéma était était très retail, donc on parle de magasins. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que une fréquentation de magasins qui est à la baisse, des paniers moyens qui augmentent parce que les gens vont moins souvent dans les magasins mais achètent plus. Aujourd'hui, un biscuit La Mère Poulard sur la côte est des États-Unis ou en Corée, on ne fait pas partie de la liste de courses des consommateurs. Donc, comment il faut faire? Comment il faut faire? Les gens vont sans doute passer moins de temps en magasin, ils vont moins flâner, moins être à l'écoute pour découvrir des produits qui sortent un petit peu des sentiers battus. Donc, comment on fait pour être peut-être plus visible dans les magasins? Est-ce qu'il faut avoir une stratégie de shopping, marketing un petit peu qui permettent d'être plus disruptif dans le magasin auprès des clients avec des displays, des choses comme ça. Ça peut vouloir dire aussi des enveloppes marketing qui soient plus importantes pour donner justement une bonne raison de nous acheter. Et la dernière chose, je crois qu'on en a parlé, on a la chance d'être sur le bio. Bon, ben là, je pense que c'est un petit peu dans l'air du temps et que on voit la croissance du bio continuer. Voilà, donc c'est des choses sur lesquelles on souhaite construire. Et d'une manière très très générale concernant la crise actuelle, je pense que une des questions très importantes qu'on va tous se poser, c'est comment essayer de dérisquer un petit peu les business qu'on a. On voit qu'une crise sanitaire comme ça peut mettre à mal très très vite des pans entiers de nos business, de comment on peut équilibrer le risque au niveau d'une entreprise. Alors, ça peut être des risques pays, des risques d'activité, en termes d'activité, de canaux de distribution ou plein de choses. Et voilà, aujourd'hui, c'est de dire il vaut mieux être sur deux pieds que sur un seul. Merci beaucoup, Franck. Moi, j'ai une dernière question à vous poser. Votre prochain déplacement, c'est quand et c'est où? Je ne sais pas. Bon. Quand je dis je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai fait une tentative très modeste il y a quelques semaines pour un voyage en Allemagne. Et ça démontre très très bien ce que je suis en train de dire, c'est qu'on m'a fait comprendre que le voyage, on pouvait le faire sans doute à la rentrée. Ouais. Voilà où on en est aujourd'hui, et je crois que ça veut un petit peu tout dire. Parfait. Merci encore une fois pour votre contribution. N'hésitez pas à nous poser vos questions, à interagir, et on aura plaisir aussi à partager vos questions avec nos invités. Pour poursuivre sur ce format de l'international, de l'agroalimentaire, Franck nous parlait de l'importance du local depuis la France, mais le local, c'est aussi pour l'international, ça peut être perçu par des solutions de production locale pour pouvoir fournir un marché. Je vais laisser la parole à présent à Guillaume Avenay, directeur financier de la branche industrie du groupe Le Duf, donc la société Bridor. Et puis Guillaume, je vous laisse partager un peu votre expérience et votre vision pour l'avenir. Très bien. Donc, effectivement, Bridor est une société du groupe Le Duf, si vous pouvez, voilà, comme on peut le visualiser maintenant. La société, le groupe Le Duf date de 1976. Son créateur, Louis Le Duf, est notamment à l'origine de la brioche dorée. Donc, je voulais aussi resituer ça parce qu'on a deux grands métiers au-delà de l'activité de Bridor dans l'agroalimentaire, qui est un métier historique de restauration à l'initiative de notre président. Donc ça, c'est un petit peu les racines du groupe. La restauration est une des autres spécificités du groupe. C'est un peu son exposition et son intérêt sur l'international. En effet, Louis Le Duf a fait durant son parcours un tour sur l'Amérique du Nord et très rapidement, en 1976,
il a ramené de son expérience nord-américaine où il avait fait une partie de ses études pas mal d'idées et de concepts en tête, et notamment l'idée de développer de la restauration rapide en France. Et ça a été l'émergence en 1976 de la première brioche dorée, hein, concept de sandwicherie typique à la française, qu'il a largement développé depuis cette époque-là. Il l'a fait effectivement en France à partir de 1976, et aujourd'hui, rien que sur la France, il y a plus de 350 points de vente et relayé avec une présence à l'international. Mais dès cette époque, il avait posé déjà quelques petites graines à l'international, et notamment au Canada, où il a passé quelques années. Breeder, dans ce contexte-là, effectivement, est une société qui vient avec une certaine logique compléter ce premier métier du groupe Leduf, puisque en fait, rapidement, Louis Leduf s'est rendu compte que pour assurer la pérennité de son réseau en France, et surtout assurer une qualité produit relativement homogène d'une ville à l'autre en France ou d'un pays à l'autre à l'étranger, l'industrie qui connaissait un grand boom dans les années 70-80, un énorme essor, au même titre que l'implantation de la grande distribution, on en reparlera. Il a vite vu dans cette solution un moyen d'assurer des produits de grande qualité et stabilité, sachant que son leitmotiv permanent, c'est la qualité dans toutes ses composantes, du produit au service, dans la qualité des hommes et des process, et ce depuis qu'il a commencé dans le commerce. Donc effectivement, Breeder est né de cette idée de sourcer à partir d'un outil propre un réseau de coffee bakery en France d'abord et puis à l'étranger. Et c'est comme ça que sont apparus successivement au Canada d'abord en 84, puis en 88 en France, les sociétés Breeder qui effectivement ont une présence à l'international depuis très longtemps, puisque c'est à Montréal que l'histoire de Breeder a commencé. Donc on est spécialisé dans la production et la distribution de produits de boulangerie et viennoiserie industrielle surgelée. Et Louis Leduf a bien vu dans les produits surgelés une vraie opportunité d'apporter des solutions très pratiques à des restaurateurs ou à des acteurs de la grande distribution, tout en préservant une grande qualité qui était vraiment sa préoccupation permanente, puisque la surgélation est un des process qui est le plus sain, le plus safe pour garantir effectivement une bonne conservation des produits. Donc en fait, depuis le début de l'aventure, Breeder a une dimension, on va dire, une dimension mondiale. Chez Breeder, effectivement, l'expansion géographique a été un levier très important du développement, puisque aujourd'hui, Breeder est présent dans plus de 100 pays, et le chiffre d'affaires réalisé aujourd'hui, de l'ordre de 800 millions, se fait pour plus de 70% à l'étranger. Donc soucieux néanmoins de préserver son modèle, à savoir être capable de distribuer des produits de qualité premium, puisque effectivement c'est le positionnement du groupe. Sa volonté, c'était d'être capable d'amener de la viennoiserie à tous les acteurs du B2B partout sur la planète, avec un niveau de qualitatif relativement homogène. Donc, soucieux de garantir effectivement ceci, on a investi progressivement de nouvelles géographies. Donc, d'abord en servant nos marchés locaux, donc le Canada d'une part, et puis la France, et très rapidement des pays limitrophes en Europe. Et puis, depuis quelques années, le grand export, puisqu'effectivement, on dessert à peu près tous les grands pays de la planète, et ce principalement au départ de 8 usines et bientôt 9, à savoir des usines qu'on a principalement positionnées en France, plus 3 en Amérique du Nord et une aux États-Unis. L'idée, c'est vraiment de travailler sur des
processus relativement harmonisé d'un pays à l'autre pour arriver à standardiser un petit peu nos recettes avec effectivement des principes de base qui sont aujourd'hui repris dans ce que l'on appelle notre raison d'être, hein, qui était déjà avant le Covid un projet en forte structuration au niveau de Breeder, qui vient confirmer finalement des valeurs un petit peu historiques qui ont toujours animé notre président et les équipes de Breeder, à savoir la qualité dans tous ces produits, et ce avec une énorme proximité pour le client. Donc en ce sens, effectivement, il y a un aspect innovation aussi qui a toujours perduré au sein des équipes Breeder et qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas sur le marché premium sur lequel on revendique une présence de leader, hein, ce marché de la boulangerie, viennoiserie industrielle, vous l'imaginez, est un énorme marché, mais le positionnement de notre président a toujours été de se mettre sur les produits entre guillemets les plus premium, permettant souvent de bien valoriser son offre et d'être dans des cercles relativement vertueux, puisque ça permet effectivement de générer normalement des bons modèles économiques qui permettent d'investir et de se développer. Le développement étant vraiment sa préoccupation majeure, puisque notre président est avant tout un grand conquérant et il a soif de croissance permanente. Donc l'international, effectivement, chez nous, est un marqueur historique, au même titre, effectivement, que la qualité de produit ou, effectivement, l'innovation. Donc, sur la partie, effectivement, de la traversée de la crise du Covid, pour nous, la difficulté à traverser cette crise résidait un petit peu dans la structuration de notre activité, puisque donc au niveau du groupe, on a deux grands métiers, donc la restauration et l'agroalimentaire. Donc vous vous doutez bien que sur le premier, la restauration du jour au lendemain, en France et dans pas mal de pays, semaine après semaine, on a connu un passage de quasiment 100% à zéro du jour au lendemain. Sur notre activité d'agroalimentaire, on est structuré autour de trois grands réseaux, hein, les réseaux de grossistes spécialisés de la boulangerie-pâtisserie, donc plutôt en France et en Europe. Après, on travaille avec le food service, hein, des grossistes plus généralistes qui servent principalement l'hôtellerie et la restauration plutôt haut de gamme, hein, puisque c'est notre positionnement, hein, comme vous pouvez le voir un petit peu sur les typologies de clients qu'on sert. Et enfin, la grande distribution. Donc, sur le premier réseau, boulangerie-pâtisserie, la crise a eu des effets assez un peu contrastés, mais quand même, on l'a bien perçu, hein. Il y a eu différents phénomènes. Il y a eu déjà des problèmes de survie de petits indépendants dans ces structures de distribution de boulanger-pâtisserie, puisqu'il n'y a pas que des grandes entreprises chaînées, mais encore pas mal de petits distributeurs, petits indépendants. Et ce, conjugué au fait que, vous l'avez peut-être été vous-même, hein, tous les clients de ces réseaux ont rapidement, via le confinement, trouvé qu'il était de bonne idée de fabriquer son pain ou surtout de faire des gâteaux ou de la viennoiserie. De sorte que ce réseau a été relativement touché. On va dire, on a eu des pertes de 40 à 50%. Le food service, du jour au lendemain, on a fait zéro, hein, sur notre activité de restauration. Et Breeder, dans ses activités de distribution sur ce segment, a connu pendant quelques semaines des chiffres relativement compliqués, hein, avec des replis qui pouvaient, selon les zones, passer de moins 50 à moins 80%. Seule, finalement, la grande distribution arrivant à résister, puisque notamment avec un positionnement de produits surgelés, ça peut relativement bien convenir à certains de nos clients. On est par exemple présent chez des freezer centers comme Picard, ou dans certains rayons de grande distribution, notamment en Amérique du Nord. Et de toute façon, l'activité de GMS a été celle qui a le mieux résisté en termes de réseau de distribution. Donc une traversée, on va dire, contrastée, à laquelle on a dû faire face rapidement à travers plusieurs leviers. Alors un vrai besoin d'adaptation du jour au lendemain, leur faciliter sur les aspects
humains et équipes par l'activation de tous les plans et mesures gouvernementales. Donc ça, effectivement, on peut dire que quasiment dans tous les pays, les dispositifs ont pu être à peu près activés. Alors, c'est vrai qu'on est sûrement en France les mieux-disants sur les formules, mais sur l'Amérique du Nord, on a réussi aussi à bénéficier de mesures d'accompagnement. On a eu des mesures aussi de soutien financier, hein, des PGE ou des dispositifs de report de charges diverses et variées. Donc ça nous a aidé effectivement à faire face dans l'immédiat des aspects financiers. Mais d'un point de vue opérationnel, effectivement, ça a été relativement compliqué puisqu'on avait des gammes entières de produits en stock qui correspondaient à des clients food service qui d'un seul coup n'ont plus bougé des entrepôts, nécessitaient des adaptations assez fortes au niveau de la planification et de l'ordonnancement. Donc des choses sur lesquelles on n'était pas forcément très préparé, et d'autant plus que l'aspect sanitaire de la crise crée d'énormes contraintes de fonctionnement. Donc, on va dire qu'il y a eu deux mois et demi compliqués, et que le retour, effectivement, la réouverture de la restauration progressivement et de certaines administrations était effectivement fortement attendue. Elle se concrétise aujourd'hui, hein, et même si c'est petit à petit sur certains secteurs, hein, comme tout ce qui est déplacement dans l'aéroport, les gares, tout ce qui est effectivement hôtellerie, restauration entre guillemets de luxe, où là on ne trouve pas les voyageurs d'affaires, ou même dans les grands parcs de loisirs dans lesquels on est pas mal présent. Il reste quelques trous dans la raquette, mais on va dire que l'activité reprend. Et effectivement, on nous permet effectivement aujourd'hui de tirer quelques conclusions, à savoir qu'effectivement, on n'était absolument pas préparé à ce genre de crise, et même si on a tous un peu en tête en tant que manager des bonnes pratiques de gestion de crise, en fait, il est clair qu'il faut absolument s'organiser en interne, et on a d'ailleurs fait récemment un petit débriefing sur les bonnes structures à activer et les processus à activer, quels que soient les niveaux de crise. Donc, on va s'organiser là-dessus. Après, en termes d'adaptation, on a vu qu'effectivement, ça nous avait permis quand même de nous focaliser aussi sur nos priorités. Donc, une des côtés positifs de cette crise, c'était que pendant cette période, nos clients leur ont dit on va vous servir au mieux, mais en se facilitant la vie. Donc, on s'est concentré sur les grandes séries, ce qui nous rapportait le mieux, ce qui était le moins compliqué en termes d'ordonnancement et puis d'organisation industrielle. Donc, on a su avoir le jeu de jambes qu'il fallait, mais effectivement, ça a été quand même une épreuve assez significative. Il en reste que on voit se dessiner, hein, M. Nadal en a parlé, M. Girard avant, des tendances de fond qui étaient déjà ancrées dans nos réflexions. Vous voyez que dans notre raison d'être, qui est de partager les cultures boulangères dans le monde entier, on a des axes forts autour de la santé. Donc là, le Clean Label est effectivement très étudié chez nous aujourd'hui. On a des développements de gamme bio et sans gluten depuis plusieurs années, et on n'est que conforté dans notre stratégie d'accélérer sur le sujet. Sur l'aspect santé, la réduction du sel et du sucre sont des politiques qu'on avait identifiées avec des horizons à moyen terme, sur lesquels on va accélérer, au même titre que nos gammes bio et véganes qui existaient déjà vont être un petit peu étoffées. Donc, des approches autour de sujets aussi de sourcing locaux, de culture raisonnée, qui vont effectivement n'être que réaffirmés dans ce contexte-là, au même titre qu'effectivement certaines bonnes pratiques en matière de RH ou de management. Je pense qu'une leçon pour pas mal de monde, c'est qu'effectivement le télétravail, finalement, même s'il a été un peu subi et vécu pour certains, un petit peu comme quelque chose d'un peu compliqué en termes de mise en œuvre, et puis à vivre dans la durée quand ça dure 3 mois, on a quand même pu constater que même si on n'était pas très bien équipé à court terme, ça pouvait marcher. Donc ça fera partie des choses effectivement aussi sur lesquelles, d'un point de vue organisationnel, on pourra capitaliser à l'avenir.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume. J'avais une question concernant votre activité, puisque vous avez des équipes, et vous l'avez dit, donc le siège historique, l'activité historique basée en Bretagne, avec des développements en Amérique du Nord. Vous avez aujourd'hui des équipes en Europe, en Amérique et en Asie. C'est quelles solutions vous mettez en œuvre pour mettre en place ces équipes, les animer? Et puis, je crois savoir que de temps en temps, ou régulièrement, je ne sais pas, vous vous appuyez également sur le réseau du Crédit Agricole. En fait, ce qui se passe, c'est que, comme je vous l'indiquais, le positionnement de Bridor et surtout de son fondateur Louis Leduf a toujours été de dire, moi, je veux vendre le meilleur de la viennoiserie de tradition française partout dans le monde. Donc, en cela, on a eu un ancrage, on va dire, local en France, à Rennes, et puis à Montréal en parallèle, où il a commencé une double aventure pour des raisons historiques. Il y avait vécu, il y avait passé une partie de sa vie. Donc, on a lancé ça là-bas, mais avec la volonté à chaque fois de partir de ces points-là pour servir d'une part le marché américain depuis Montréal et depuis la France, le marché français, petit à petit l'Europe de l'Ouest, puis le Moyen-Orient, puis l'Asie. Et finalement, depuis une dizaine d'années, on couvre 100 pays du globe à partir de Servon-sur-Vilaine à Rennes. Donc, pour faire ça, effectivement, dans un premier temps, on a juste eu besoin de déployer des forces commerciales un petit peu partout dans le monde. Donc, on a commencé à faire ça en les positionnant par exemple dans des sociétés de portage via des acteurs comme Altios, et on a eu des premières initiatives de structuration au travers du portage. Et très rapidement, je vais dire depuis 5 ou 6 ans, on a structuré notre présence au travers de filiales de distribution pour assurer un meilleur ancrage, pour mieux répondre à certains marchés. Par exemple, l'Italie est un marché très atomisé et si on n'y est pas présent sur place, on rate une bonne partie du business. Travailler en Asie peut devenir un petit peu compliqué en Chine quand on n'a pas un ancrage local parce que la logistique ne va pas de soi. Certaines formalités non plus d'importation et de distribution sur place ne sont pas toujours évidentes à sous-traiter. Donc, on a investi aussi sur Pékin dans une petite société pour avoir un point d'ancrage. Et effectivement, dans ce cadre-là, aussi bien, je dirais, sur de la structuration, des gens comme Altios ou Crédit Agricole ont pu nous accompagner. On a créé avec Altios une filiale au Brésil, très récemment en Pologne, et le Crédit Agricole fait partie du tour de table de la maison Leduf depuis bien des années, avec des on va dire des relais d'activités spécifiques CACIB à certains endroits. On est sur Hong Kong, on a été sur Hong Kong à un moment un petit peu soutenu par CACIB, et on a régulièrement effectivement des échanges effectivement avec eux selon les endroits où on intervient. Parfait. Merci beaucoup encore une fois à vous pour cet apport, ce témoignage. Et puis, on va poursuivre avec notre dernier témoin, Dominique Deschra de la société Monin Group, Monin Group et directeur financier. Dominique, je vous laisse intervenir, une présentation rapide de votre activité et puis aussi comprendre un peu comment Monin s'est développé à l'international et là aussi avec les logiques de localisation Asie-Amérique. Rebonjour tout le monde. Le groupe Monin est plus que centenaire. Il est né en 1912. C'est un groupe qui n'est pas aussi vieux que la mère Poulard, mais qui mais qui commence un peu à être âgé. Puis qui est géré, c'est un groupe familial qui est géré par Olivier Monin. C'est la 3e génération de la famille Monin, avec actuellement les premiers pas de la 4e génération à l'intérieur du groupe. Le groupe est présent dans 150 pays, est vendu dans 150 pays dans le monde. Comme vous voyez sur le slide, on a 6 usines de production, 2 en France, 2 aux USA, une en Malaisie, une en Chine. On en a 3 en projet en Russie, au Brésil et en Inde. Et on a une filiale commerciale à Dubaï. Si vous pouvez passer à la slide suivante. Donc, nos produits, on vend essentiellement des produits qui sont utilisés dans la confection de cocktails ou dans la consommation avec des cafés. Donc,
les sirops, des purées de fruits et des sauces vendus dans tous les parfums possibles et inimaginables. Ça, c'est la base de notre gamme. Et si vous pouvez passer à la slide suivante. Ça arrive. Donc, les chiffres clés, comme vous pouvez les voir, nous avons fait 320 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019, 780 collaborateurs, dont 320 en France. On a vendu 100 millions de bouteilles et on a la chance d'avoir une croissance à 2 chiffres depuis plus de 20 ans. Notre activité est à 75% à l'export, comme on voit, je vais le développer un peu, et il se fabrique à peu près 10 millions de boissons par jour, enfin, avec des produits Monin. L'histoire à l'international, elle est née avec l'arrivée d'Olivier Monin, la 3e génération, puisque historiquement, la société Monin était un liquoriste qui s'était un petit peu développé dans la fabrication de sirop avec M. Paul Monin, la 2e génération. Mais ce qui fait qu'à l'arrivée de M. Monin, à la fin des années 80, on faisait à peu près autant d'alcool que de sirop. Le marché des alcools étant hyper concurrentiel, Olivier Monin, en arrivant, a fait un état des lieux et s'est dit que jamais on arriverait à se positionner sur ce marché. Et donc, il a fait une analyse comme quoi les sirops étaient très peu connus dans le monde. C'était un produit qui était essentiellement consommé en France et un peu en Belgique. Et donc, il a pris son bâton de pèlerin avec quelques commerciaux pour aller démarcher les pays les uns derrière les autres et commencer à vendre l'utilisation qui pouvait être faite du sirop, et c'est essentiellement à la clientèle des bars tels restaurants, en attaquant dans chacun des pays, au départ, les bars les plus reconnus, quoi. Et ce développement s'est fait en même temps que l'arrivée de Starbucks dans les cafés. Starbucks, une société qui est née dans la fin des années 80, début des années 90, avec un développement que tout le monde connaît. Et donc, les deux choses se sont fait un peu en parallèle. Ça nous a aussi aidé à faire reconnaître les sirops dans le monde. Et donc, on avait une démarche marketing assez forte qui voulait que on essayait de ne pas vendre des produits à nos clients, mais de leur vendre des solutions qu'ils puissent utiliser dans leur bar ou dans la restauration, qu'ils puissent utiliser sur lequel ils puissent faire la marche dont ils voulaient faire. Et donc, pour accompagner nos clients, on a pris une démarche assez rapidement qui était de créer des studios qui sont en fait des bars réservés à nos clients où on les reçoit pour développer pour eux des recettes qu'ils peuvent après vendre, proposer à leur propre clientèle. Donc, c'est dans ces studios que l'on recevait des clients comme Costa, comme des chaînes, des clients restaurateurs, essentiellement aux États-Unis où on travaille beaucoup avec les grandes chaînes de restauration, dont je connais pas les noms, je ne m'en rappelle jamais, mais des Applebee's, des choses comme ça, Burger King, et donc on les reçoit dans ces studios et on développe pour eux et des cocktails qu'ils mettront à leur carte à l'été ou à l'hiver qui suit. Donc, on a 8 studios Monin dans le monde. On a 2 aux États-Unis, on en a 2 en France, on a un en Chine, en Malaisie, enfin, qui sont en propre, et on en a 123 qui ont été développés, qui ont été créés par nos importateurs sur chacun des pays sur lesquels on fait les vins. Comme vous avez pu le voir, notre développement s'est fait essentiellement sur les professionnels de la boisson, les hôtels, restaurants. Lorsqu'est arrivé le Covid et que tout s'est arrêté en une journée,
vous pensez bien que notre chiffre d'affaires a été très très fortement impacté, puisqu'on peut considérer qu'on faisait à peu près, dans le monde, on fait à peu près 85% de notre chiffre d'affaires sur les professionnels. Donc tout s'est arrêté pays par pays dans le monde. Le premier, ça a été bien sûr la Chine, où on avait notre usine là-bas qui s'est arrêtée, qui a pour ainsi dire rien fait en février. Donc, on a pris un gros coup sur la tête au niveau du chiffre d'affaires. Et étonnamment, c'est les pays dans lesquels on avait une activité certaine dans les grandes surfaces, donc en France, puisque c'est historiquement les gens ont l'habitude d'aller acheter des sirops, avec le plus connu Tesser, dans les grandes surfaces. Et on avait aussi une grosse activité en Allemagne. Et étonnamment, c'est ces deux pays qui se sont le plus, qui s'en sont mieux sortis, puisque les gens confinés chez eux allaient assez facilement acheter des bouteilles de sirop pour pouvoir, on imagine, faire des cocktails ou faire des animations pour des enfants qui étaient coincés à la maison. Donc, pendant cette période, on a utilisé un peu comme tout le monde, on a les outils fournis par les différents États dans chacun des pays où nous étions installés. La chance que l'on a, c'est que quelque part, le fait d'avoir créé ces usines dans les différents pays, partout dans le monde, d'avoir essayé d'éclater des usines dans chacun des pays, et chacune des usines est totalement autonome sur son secteur, ce qui fait que chacune des usines avait à réagir par rapport à la situation qui était sur sa zone, qui n'était pas forcément la même que dans l'usine voisine. Donc, chacune des usines a essayé de trouver, selon la situation, des solutions locales. Par exemple, il y a une qui est assez étonnante, c'est aux États-Unis, ils ont très rapidement utilisé une chaîne de production pour faire du gel hydroalcoolique. Donc au début, ils l'ont fait pour pour le distribuer aux hôpitaux qui en avaient besoin autour de la zone de production. C'était une démarche assez... Et très vite, on s'est aperçu que nos clients avaient besoin de ce produit-là. Donc après, on a fait des dizaines de milliers de bouteilles de gel hydroalcoolique en utilisant nos bouteilles en plastique et nos pompes. Donc bon, chacun s'essayait de trouver des solutions. Ce qu'a souligné cette période, c'est que même si on a essayé de diversifier notre activité en ayant des usines partout dans le monde, on s'est aperçu quand même qu'on travaillait pour l'essentiel avec des cafés, hôtels, restaurants. Et même si personne s'y attendait, il s'avère qu'une activité complète peut s'arrêter d'un seul coup et on peut se retrouver sans chiffre d'affaires. Donc, il y a un exemple marquant que j'avais vu, mais si on prend les avions, il y a encore un an, pour tous les gens qui se déplacent à travers le monde, ils avaient 10 ans de commande devant eux et puis c'était le bonheur, quoi. Hein. Et tout s'est arrêté d'un seul coup. Pourquoi? Parce qu'ils étaient que dans les avions. Donc nous, ça nous a fait réfléchir et commencer à se dire que finalement, se cantonner à être le spécialiste des cafés, hôtels, restaurants était peut-être un peu trop limitatif et qu'il fallait essayer d'élargir notre gamme des clientèles en essayant d'aller attaquer les grandes surfaces. C'est un milieu où on était toujours un peu réticent à aller parce que c'est vraiment la grosse bagarre. Alors que dans les cafés, hôtels, restaurants, on est les leaders mondiaux, donc c'était une situation un peu plus facile. Mais malgré tout, on se rend compte qu'on ne peut pas rester que sur un seul réseau d'activités, au même titre que, comme l'ont dit certains des intervenants, le e-commerce s'est développé. Donc, ça nous a conforté dans notre idée de développer
activités digitales et e-commerce à travers le monde avec nos importateurs, et de continuer sur notre activité de R&D en essayant de développer des nouveaux produits. On commence à se lancer dans des produits qui n'étaient pas du tout notre base d'activité. Ouais, j'avais une question, Dominique, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que vous avez tout à l'heure indiqué que vous aviez aujourd'hui 6 usines, je crois, pour pouvoir produire sur des grands marchés en local, qui avaient des projets concernant trois nouvelles usines qui étaient en cours sur la Russie, l'Inde et le Brésil. Et vous indiquez, ce que j'ai retenu, c'est que le fait d'avoir ces ressources locales permettait un fonctionnement en local, en fait, en autarcie de ces pôles d'activité, et que vous n'aviez pas moins la contrainte par rapport à des formats plus classiques avec des partenaires en termes de déplacement. Oui, ben, oui. D'abord, l'idée d'avoir ces usines, depuis le début, était de se rapprocher de nos clients. C'est-à-dire, comme j'expliquais, M. Monin, avec quelques commerciaux, quand il a commencé à développer, à trouver des importateurs en Asie, et que notre activité commençait à avoir un peu de succès, c'était très compliqué d'envoyer des containers de sirop à partir de la France. Enfin, c'était pas très compliqué, mais ça prenait du temps d'envoyer des containers de sirop sur l'Asie, sur l'Asie, et ça imposait à nos importateurs d'avoir des stocks très importants. Donc, on a pris la démarche, une fois qu'on était arrivé à un certain niveau de vente sur la zone, de se lancer pour créer la première usine à l'étranger, qui était, enfin, la deuxième, parce qu'on avait déjà une aux États-Unis, mais en Malaisie. Et c'est ce qui s'est passé en Chine, exactement de la même manière. Et c'est ce qui se passe aussi, par exemple, au Brésil. Au Brésil, on a commencé à avoir, avec Altios, hein, on a commencé à travailler avec eux là-bas sur le Brésil. Mais d'avoir quelques commerciaux qui couvraient le Brésil pour aller chercher les commandes chez les cafés, hôtels, restaurants. Maintenant, on a à peu près 35 commerciaux qui couvrent le pays. Avec l'arrivée de la pandémie, tout s'est arrêté d'un seul coup. Il y avait tous les bars fermés, donc plus de ventes. Et le fait d'avoir notre équipe sur place, eh bien, ils ont vite réagi et ils ont basculé la presque totalité de leur activité sur les grandes surfaces, tel que je le disais. Donc, comme c'est des gens hyper réactifs sur place, on a réussi à ne perdre à peine 5% pour l'instant de notre chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, et avec un objectif toujours de progression à plus de 2 chiffres, parce qu'on espère faire 25 à 30% de chiffre d'affaires de plus sur le pays. Alors, je sais qu'il y a un projet, enfin d'autres projets en cours, notamment avec les services des bureaux du Crédit Agricole sur ces marchés et également en Inde. Et vous disiez tout à l'heure que le premier marché touché était la Chine. Est-ce qu'aujourd'hui, la Chine est le premier marché qui redémarre? La Chine, oui, ils ont commencé à reproduire en mars. Alors ça s'est fait tout doucement, hein, mais ils ont commencé à reproduire en mars. Et là, la production a repris. Ils sont à peu près au même niveau que l'année dernière, alors qu'on partait sur des progressions à 25-30%. Mais ils sont sur le même niveau que l'année dernière. Les gens sont encore assez frileux pour aller dans les bars et restaurants. Ça s'ouvre petit à petit. Ça s'ouvre. Ça a été les premiers. Alors qu'en Asie, c'est encore extrêmement bloqué. Hein. Alors qu'ils ont des taux de décès qui sont souvent très faibles. Je vois par exemple le Vietnam, ils annoncent 0 décès du Covid. En Malaisie, où tout était arrêté, ils avaient, je crois qu'ils étaient à 125 morts. Vous voyez, c'est par rapport aux chiffres que nous on entend en Europe, voire sans parler des États-Unis ou du Brésil, c'est des chiffres très 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 faibles. Tant mieux pour eux. Hein. Mais ils continuent de bloquer, bloquer, donc ça s'ouvre très difficilement. En Australie, on a entendu hier, l'Australie est très peu touchée, mais ils commencent juste à voir
une reprise sur 2 États, ils ferment tout, quoi. Ils ferment tout. Alors, pour finir, puisqu'on est pratiquement à la fin de ce webinaire, et merci encore à vous pour cette intervention, je vais prendre une question parce qu'on a beaucoup parlé de la distribution, du développement, on a beaucoup parlé éventuellement de l'impact de cette crise sur le développement de nouveaux formats. Et Dominique, vous en parliez aujourd'hui parce que vous réfléchissez à aller davantage sur le marché de la grande distribution qui n'était pas un segment privilégié encore, enfin jusqu'à présent complètement par le groupe Mona. Mais cette crise, et là je m'adresse à l'ensemble de nos intervenants, cette crise a-t-elle un impact sur le sourcing de vos matières premières? Vous êtes 3 entreprises avec des stratégies fortes de spécialisation par rapport à vos domaines d'activité. Est-ce que sur le sourcing aujourd'hui, vous avez des réflexions? Est-ce que ces réflexions s'accélèrent? Est-ce que le fait aussi, là pour Bridor ou pour Monin d'être local, fait que vous avez aussi accès en local à vos matières premières? Comment vous intervenez? Comment vous pensez intervenir sur cette partie achat? Juste si je peux répondre, il est évident qu'à partir du moment où on construit des usines à l'étranger, l'idée c'est de sourcer au maximum en local lorsque c'est faisable. Au niveau des arômes, par exemple, c'est un peu plus délicat. Très souvent, les arômes arrivent de France, mais il est certain qu'on essaye de se sourcer en local. Après, c'était plus au travers de la démarche CSE qui est devenue maintenant un des piliers de l'activité de la société où l'un des 4 axes de travail sur cette démarche CSE, c'était de garantir la provenance de nos matières premières, qui sont des fois un peu comme de la vanille, par exemple. La vanille, ça vient que de Madagascar, parce qu'essentiellement, des choses comme ça, donc de se garantir de la je sais pas le mot, la propreté entre guillemets de la provenance de ces matières premières. Est-ce que Guillaume, pour vous, pour Bridor, est-ce que vous avez des sujets? Est-ce que ça impacte ou pas complètement? Sur ce sujet, je dirais que le sourcing a toujours fait partie de notre axe qualité-produit et en cela, effectivement, on a eu à cœur de préserver un modèle qui, se revendiquant comme le spécialiste de la viennoiserie de tradition française, trouve dans ses filières d'approvisionnement local l'essentiel de ses matières premières. Donc, ça a toujours été un axe. Il ne fait que se renforcer d'année après année et la RSE est depuis quelques années quelque chose qui peut être subi par certaines entreprises et qui nous légitiment dans ces choix et nous font dire que il faut continuer à développer ça encore sur de plus en plus de matières premières utilisées. Et la crise actuelle, quand on écoute les consommateurs, nous fait dire qu'effectivement, ça pourra devenir presque une nécessité vis-à-vis de certains grands clients que d'être capable de se revendiquer sur du sourcing local. Donc, on est juste un peu plus légitimé dans nos politiques et je pense qu'elle nous aidera à accélérer encore plus vite sur la couverture de l'ensemble de notre scope d'ingrédients. Parfait. Merci à vous. On va clôturer ce webinaire. Malheureusement, on n'a pas pu prendre toutes les questions. Donc, je ferai parvenir ces questions à nos intervenants pour qu'ils puissent vous répondre. Merci à vous. Ce que je retiens, c'est cette notion de diversification des risques, diversification des marchés, que ce soit géographique ou éventuellement sur d'autres segments d'activité qui n'étaient pas forcément les vôtres. L'importance, on en a parlé, du digital, l'importance de cette notion de développement durable, mais aussi ce que vous disiez à peu près tous, c'est que des tendances qui s'avèrent aujourd'hui étaient des tendances que l'on pressentait, et donc il y a un phénomène très fort d'accélération et de révélation. Et puis j'ai envie de vous dire, rendez-vous au SIAL, puisqu'on a appris en début de semaine que le SIAL a priori était maintenu en format présentiel.
Donc, le Crédit-Agricole sera présent avec un espace et puis on pourra se retrouver avec plaisir et poursuivre ces échanges. Donc, merci à nos intervenants, merci à Arnaud, merci à Catherine du groupe Crédit-Agricole, merci à Bertrand et merci à vous tous pour votre présence. À très bientôt et n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question pour qu'on puisse vous accompagner. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.